Salut à tous, c'est Shamanic Wild et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui dans ce podcast on va parler de travail sur soi. Alors vous êtes nombreux à me demander souvent, oui mais attends Pauline, c'est quoi le travail sur soi au fond, c'est quoi le shadow work, c'est quoi tous ces trucs-là que t'appelles aller voir dans ses profondeurs. Et aujourd'hui dans ce podcast je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous expliquer comment moi je vois les choses, ou en tout cas comment les choses sont vues et entendues dans le milieu spirituel, et peut-être la manière dont moi je vois les choses. Je vous rappelle bien évidemment, c'est une phrase que vous connaissez puisque je l'emploie dans l'intégralité de mes podcasts, c'est que c'est ma vérité, hein, c'est moi qui dis ces choses-là, donc bien évidemment c'est ma vérité, c'est ma vision de voir les choses, bien évidemment vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vue de cet ensemble-là, donc je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Alors, le travail sur soi, c'est quoi au fond? Le travail sur soi, quand on parle de travail sur soi et quand on parle d'aller faire du shadow work, le shadow work, c'est le travail de l'ombre, c'est d'aller voir donc dans ses profondeurs et c'est d'aller voir dans l'abysse de ces ombres. Et là, vous allez me dire, mais attends, mais moi, je ne suis que lumière, je suis un bisounours, je ne suis qu'une merveilleuse personne, je n'ai absolument pas de part d'ombre dégueulasse et psychopathe, puisque je suis la perfection. Et ça, c'est ce qu'on veut croire, puisque en tant qu'humain, on est nombreux en tout cas à être dans cette espèce de phase où pour nous, il n'y a pas besoin de voir en nous le fait qu'on puisse être quelqu'un de mauvais, le fait qu'on puisse être en fait quelqu'un de terrifiant ou qu'on puisse avoir ce que j'appelle des parts psychopathes. Moi, j'ai une part de moi que j'appelle la part psychopathe puisque c'est une part où, quand elle se met en colère, je sais que je pourrais tuer quelqu'un. Et j'ai suffisamment travaillé sur moi pour savoir, si vous voulez, que je serais aujourd'hui en mesure, sous la colère émotionnelle forte, de tuer quelqu'un. Et c'est ça le travail sur soi. C'est savoir de quoi on est capable dans nos meilleurs moments comme dans les pires moments. Et si vous voulez, c'est assez difficile à confronter puisque on a vraiment cette idée que ça fait peur déjà. Pour commencer, ça fait peur. On n'a pas envie de s'y confronter, on n'a pas envie de se dire qu'on a une part de nous qui est complètement tarée, qui est complètement, dégénérée, quoi. Mais on a tous des défaillances parce qu'on est humain. Et en fait, c'est ok d'avoir des défaillances parce qu'on n'est pas parfait. Donc, la première d'entre vous, là, ou le premier d'entre vous qui me mettra dans les commentaires, non, moi je suis parfait, je suis un être parfait, je sais très bien que vous allez faire pour le troll, d'accord? Mais vous le savez, tout comme moi, que voilà, on n'est pas parfait, on court derrière une sorte de perfection. En fonction de la manière dont on est né, c'est un peu ce qu'on nous a demandé, et en fonction de notre prénom également, c'est ce qu'on nous a demandé un peu à la naissance. Parce que au travers de ça, il y a une demande. Et la demande, c'est d'être parfait. C'est d'être le petit-fils ou la petite-fille sage, l'enfant, qui, 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 qui est presque robotique tellement il est déshumanisé. Et c'est aussi des parents qui ne nous permettent pas d'être qui on est parce qu'ils veulent qu'on soit comme eux ont décidé qu'on serait. Puisque lorsqu'on est parent, il y a beaucoup de parents qui estiment faire des enfants pour qu'ils soient tels que eux ont envie qu'ils soient, ou souvent pour rattraper quelque chose que eux n'ont pas pu atteindre, mais certainement pas pour que ce soit un humain qui soit, qui ait des sentiments, qui ait des émotions, et encore moins qui soit différent du parent. Et il y a réellement des parents qui éduquent leurs enfants comme ça, hein. J'en ai beaucoup vu en thérapie, où je leur ai dit, mais vous comprenez quand même que votre enfant, ce n'est pas juste un miroir de vous, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour euh, à qui vous remettez un flambeau et qui doit suivre le truc, vous voyez. Et je comprends que ça puisse être dur, je comprends que qu'on ait envie que nos enfants soient dans une forme de perfection, euh, mais en même temps, on nous demande, l'univers en tout cas nous demande de les accepter avec leurs qualités et leurs défauts. Tout comme il nous demande d'accepter notre prochain avec ses qualités et ses défauts. Et tout comme il nous demande de nous accepter avec nos qualités et nos défauts. Donc, si vous voulez, ça sert à rien d'être d'être dans une course à ça, puisque la notion de bien ou de mal là-haut n'existe pas vraiment.
Par contre, la notion de travail sur soi, ça va être une notion de venir lâcher prise. Vous avez peut-être remarqué pour certains que si vous avez un certain âge, je ne parle pas des personnes qui ont une vingtaine d'années, puisque vous n'aurez pas le recul suffisant peut-être pour vous rendre compte de ça, et encore quoique, parce qu'on a des jeunes adultes qui nous impressionnent par leur travail sur eux et par leur ouverture d'esprit, et c'est remarquable, mais majoritairement, il faut quand même un peu de recul sur la vie, il faut avoir vécu certaines choses et avoir notamment vécu des choses qui peuvent être dures, puisque c'est dans la difficulté souvent qu'on apprend. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais si par exemple dans votre vie tout va bien, que vous vous engueulez jamais avec personne, que tout va bien dans votre boulot, que tout va bien dans votre vie, qu'il n'y a rien de difficile, que vous n'avez encore jamais perdu de proches, etc., etc., et si vous vouliez, vous avez une notion de la vie qui est très douce. Comparé à quelqu'un, par exemple, qui a vécu des violences sexuelles ou physiques ou verbales dans son enfance, qui a grandi avec ça, qui a dû se construire là-dessus, qui lorsqu'il a eu son premier compagnon ou sa première compagne, en fait s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qu'il se faisait avoir par un espèce de psychopathe, sociopathe ambulant, un peu comme dans la série You, voilà. Ces personnes-là, en fait, elles sont un peu plus en mesure d'avoir du recul sur la vie. Donc la première chose que je vous demanderais d'aller voir si vous souhaitez travailler sur vous, c'est dans la vie, qu'est-ce que j'ai vécu comme étant difficile? Qu'est-ce qui a été pour moi une difficulté? Qu'est-ce qui a été compliqué? Dans quelle situation j'ai eu du mal à m'en remettre parce que j'ai eu la sensation d'être touchée au plus profond de moi et peut-être même d'être abattue pour certaines personnes. Le mieux dans le shadow work, c'est quand même d'avoir un espèce de journal, un journaling, quelque chose qui nous permet de prendre des notes, qui nous permet d'avoir du recul sur notre avancée, sur notre compréhension de nous à nous-mêmes. Et ce qui nous permet ça, c'est donc ce qu'on appelle le travail sur soi, et c'est d'aller voir dans les abysses. Et c'est pas pour rien que je m'appelle Shamanic Whale, pour la simple et bonne raison que la baleine est un mammifère qui est très connecté à la spiritualité et très connecté aussi à la sagesse. En chamanisme, c'est un animal qui représente indirectement la sagesse. Et c'est aussi un animal qui va voir dans les profondeurs. Elle nage dans les abysses pour aller faire le ménage. Et donc c'est mon travail d'aller nettoyer les abysses. Alors les miennes, dans un premier temps pour mieux vous accompagner, mais ensuite de vous faire comprendre et de vous accompagner dans la difficulté aussi qu'est d'aller affronter ces parts-là. Bien évidemment, au travers du shadow work, vous allez me dire mais non mais d'accord c'est cool, j'entends là ça fait 10 minutes que tu nous parles de ça, c'est très cool, c'est très bien, cependant je ne sais toujours pas par quoi commencer. Dans le shadow work, moi j'estime qu'on a 3 étapes. On a d'abord les étapes qui nous concernent nous, qui sont vraiment de nous à nous-mêmes, qui sont des choses dans lesquelles on va être en réaction. Ensuite, on a tout ce qui touche au transgénérationnel. Donc ça, c'est ce qu'on nous a légué, c'est ce que nos ancêtres nous ont légué. Et nos ancêtres nous lèguent des choses très cool, comme des choses très compliquées, très merdiques. Et on a aussi le karmique. Le karma, je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast, on a vraiment son karma personnel qui appartient à notre âme et uniquement à notre âme. Et en fonction de nos incarnations précédentes, on se tape un karma positif ou négatif. Généralement, il est plus ou moins neutre. Pour certaines personnes, il est plutôt positif. Et pour d'autres personnes, il est plutôt négatif en fonction des incarnations précédentes. Ce qui va faire qu'on rentre dans le shadow work, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui nous met en réaction. À partir du moment où on est en réaction, ça veut dire qu'il y a une problématique à aller voir. Alors qu'est-ce que j'entends par réaction? Réaction, c'est quand vous réagissez, on est d'accord. C'est quand, lorsqu'on vous dit quelque chose, lorsque quelqu'un fait quelque chose, vous rentrez en réaction. Parce que vous allez prendre ça de manière personnelle, parce que vous allez vous le prendre un peu comme une claque dans la gueule, parce que ça va pas vous faire du bien d'être confronté à cette problématique. Et souvent, vous pouvez rentrer en réaction le temps de quelques minutes en disant « Pourquoi cette personne-là, elle m'a dit ça ?» Et des fois, vous allez rentrer en réaction pendant une semaine. Ou pendant une semaine, la phrase qu'on vous aura dit, l'acte qu'on
qu'on aura fait ou l'acte que vous aurez vu, parce qu'il n'est pas forcément porté sur vous, mais il peut être porté à l'extérieur de vous, c'est quelque chose qui peut vous rendre fou ou folle à le voir à l'extérieur, et ben ça veut dire que c'est une blessure et ça veut dire que ça s'active. Et le shadow work, c'est ça. C'est aller voir quelle blessure s'active et comment je peux la traiter. Dans le sens où, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Admettons, vous êtes au début de votre vie de jeune adulte, vous rencontrez quelqu'un dont vous tombez éperdument amoureux ou amoureuse, vous vous mettez en couple avec cette personne, et puis cette personne est très libre. Mais pour vous, c'est trop libre. Déjà, le fait de considérer que la personne est trop libre, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre en vous. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai déjà fait un podcast sur le reflet miroir, je vous ai dit et expliqué longuement pendant ce podcast que on avait la possibilité parfois d'être en effet miroir et d'avoir quelque chose qui s'activait à la vue ou à la rencontre ou l'échange avec quelqu'un, mais que parfois c'est juste foncièrement un fait, c'est factuel, c'est juste un con et on n'a rien à en tirer de cet événement ou cette rencontre. Et si vous voulez, lorsque on est en réaction et lorsque ça s'active, ça veut dire qu'il y a une blessure. C'est ce que je vous disais. Donc on revient à nos moutons. On est cette personne, on trouve que notre moitié est un peu trop libre, qui sort un peu trop avec ses potes, qu'il a des amies filles. C'est intolérable qu'il ait des amies filles. Qui sort des fois le soir sans nous envoyer de message pour nous dire je rentre à telle heure. Inadmissible. On rentre en réaction. Quand on rentre en réaction, ça veut dire que quand la personne va rentrer, on va l'agripper. On va l'agripper, là. On va vraiment lui en mettre plein la gueule. T'étais où? Avec qui? Qu'est-ce que tu faisais? Ça peut vouloir venir deux choses. Enfin, ça peut vouloir dire deux choses. C'est soit ça vient vous chatouiller au niveau de votre estime de vous-même, parce que vous avez une estime de vous-même qui est au ras des pâquerettes, parce que vous estimez que votre moitié a forcément trouvé mieux que vous. Et donc ça vient titiller votre estime de vous, parce que vous êtes nul, vous êtes moche, donc forcément, votre moitié a forcément trouvé mieux. Ça, c'est plutôt des blessures qui vont être liées au transgénérationnel, voire même des blessures liées à l'enfance, qu'il y a à résoudre par exemple avec les parents, qu'on peut faire en constellation familiale, admettons. Si par exemple, c'est une autre réaction qui s'active, vous êtes dans le fait de réagir, mais c'est autre chose à l'intérieur de vous qui s'active. Oui, il a trouvé quelqu'un d'autre de mieux, il va m'abandonner, de toute façon, là c'est sûr, il va partir avec elle, il va me laisser, je vais finir toute seule, de toute façon, personne pourra m'aimer parce que de toute façon, personne m'a jamais aimé, j'ai toujours été trahi, etc., etc. Lorsqu'on est dans cette réaction-là, qu'est-ce qui s'active ? C'est une blessure donc qu'on appelle soit les blessures d'enfance, soit les blessures de l'âme. Souvent, les thérapeutes transpersonnels et énergéticiens appellent ça les blessures de l'âme. Les thérapeutes qui sont plus dans la thérapie psychologique et psychocorporelle vont appeler ça les blessures de l'enfance. C'est ce qu'on appelle la blessure de trahison, d'humiliation, de rejet, d'abandon. Et je crois que je les ai toutes dites. Il y en a 5. En fait, Lise Bourbeau a parlé de 5 blessures de l'âme, mais il y en a un peu plus. L'auteur originel de ces blessures de l'âme en a décelé une douzaine de mémoire, ou à peu près une dizaine. Parce que je crois qu'il y en a 8 de plus que les 5 blessures de l'âme que Lise Bourbeau a décrit dans ses livres. Ce qui est quand même beaucoup. Il faut voir. Faut se poser. Faut pas être dans le déni de se dire que la faute revient à l'autre. Faut se dire que dans chaque relation que vous avez, même si vous êtes face à un con, même si vous êtes face à une problématique que aujourd'hui, dans l'instant T, vous ne pouvez pas gérer, vous avez votre part de responsabilité. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais si je me fais violer dans la rue, nanana, c'est quoi ma part de responsabilité, truc et machin et bidule. Moi, j'ai rien demandé, j'étais peinard, j'ai rien demandé à la vie, j'ai rien demandé à ce mec-là, j'ai rien demandé à cet événement, j'ai surtout pas demandé à me faire agresser, certes. Mais au niveau, en fait, des blessures
de l'âme et au niveau du karma et au niveau du transpersonnel, transgénérationnel et karmique des mémoires cellulaires, c'est un peu compliqué de ce dont je vous parle là, et bien si vous voulez, c'est que votre âme devait le vivre. Et ça peut être super dur à entendre. Ça peut être très dur à entendre. Parce qu'au travers de ça, et je vous en ai déjà parlé dans le podcast sur le karma, ça veut dire que oui, un enfant qui se fait enlever, qui se fait agresser, qui se fait torturer, et qui se fait tuer à l'âge de 4 ou 5 ans, ça veut dire que c'est son âme qui devait le vivre. Et c'est ultra dur, nous, en tant qu'humains, de se dire, putain, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là, quoi? Parce qu'on a tendance à se dire que si Dieu était là, présent, eh ben, on n'aurait pas vécu ça. Ou cet enfant, en tout cas, n'aurait pas vécu cette chose abominable. Il y a des choses qui vont nous mettre en réaction, comme je vous disais, et il faut aller déceler quelle est la réaction derrière ça. Je vais vous parler de trucs personnels parce que bien évidemment, je ne pourrais vous donner que des exemples qui m'appartiennent à moi. Je ne vous donnerai pas d'exemples qui appartiennent à mes clients pour la simple et bonne raison que voilà, la confidentialité. Donc je vais vous parler de moi. Il y a quelques mois, je suis tombée... Alors, il faut savoir que je n'ai pas de télé, en fait. Ça fait 15 ans que je n'ai pas de télé, je ne regarde pas les informations, etc., etc. De temps en temps, je consulte, vous savez, sur mon téléphone, les quelques nouvelles pour savoir un peu, pour m'informer, en fait, hein, si la Terre n'est pas en train d'exploser. Et je suis tombée sur un article qui parlait d'une jeune fille de 14 ans, qui avait un petit copain qui avait 16 ans. Et le petit copain a dit donc à la jeune fille qu'il adorait l'emmener faire un pique-nique dans les bois, en amoureux, machin, nanan. Au départ et sur le papier, quand on voit ce truc-là, on se dit « Waouh, c'est trop romantique, ils sont trop mignons à 14 et 16 ans, à se faire des petits pique-niques dans la forêt, machin, nanan. Ils sont ados. Voilà, les parents autorisent le truc. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas ?» On découvre au fur et à mesure de l'article que la fameuse gamine de 14 ans a retrouvé son mec dans le bois et le mec n'était pas tout seul, il était accompagné d'une dizaine d'autres garçons, accompagné de grands comme de petits, hein, puisque la tranche d'âge est de 11 ans à 18 ans. Et on nous parle d'un viol collectif sur lesquels ces 10 ou 12 personnes sont passés sur cette jeune ado de 14 ans. Voilà. Imaginez bien que lorsque moi je lis un article comme ça, je rentre en réaction. Ô combien même j'ai travaillé sur moi, ô combien même j'ai été voir le pourquoi du comment, du qu'est-ce qui se passe, je rentre en réaction. Et donc je réfléchis. Pourquoi cet article, précisément, me fait rentrer en réaction ? Le premier truc qui s'active chez moi, c'est la blessure de trahison. Cette jeune fille, elle a fait confiance à son chéri, elle a été emmenée dans les bois et elle a été trahie par quelqu'un qu'elle aime. Tout comme moi, dans ma vie, j'ai de nombreuses fois été trahie par quelqu'un que j'aime, à qui je donne beaucoup de choses et notamment une confiance extrême, presque yeux fermés en fait, hein, et où je me retrouve dans un guet-apens. La deuxième chose qui me choque, c'est les tranches d'âge. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'un gamin de 11 ans, ou je crois que le plus jeune, je ne sais plus s'il avait 9 ans ou 11 ans, mais je me dis, à 9 ou 11 ans, qu'est-ce que tu fous dans les bois? Qui sont tes parents? Et qu'est-ce qu'ils font pour, à 9 ans, t'autoriser à aller dans les bois? Parce que moi, en fait, vous voyez, ma fille va avoir 7 ans, et je me dis, même si on habite juste à côté de l'école, mais jusqu'à ses 14 ans, je vais aller la chercher, en fait. Jusqu'à ce qu'elle ait peut-être 15-16 ans, je vais aller la chercher. Jusqu'à ce que j'estime qu'elle est en maturité suffisante et qu'elle est suffisamment sereine, elle, pour rentrer seule et d'aller se balader seule pour aller, éventuellement plus, aller la récupérer, la chercher, l'accompagner. Demain, si elle me dit « Je vais dans le centre-ville de Paris avec des copines », à 15 ou 16 ans, je rentre en réaction. Parce que à 15 ou 16 ans, je me dis « Elle est trop jeune, elle peut se faire agresser ». Je rentre en réaction parce que ça, c'est mes peurs qui rentrent en réaction.
Donc, dans sa globalité, le shadow work, c'est ça. C'est ok, je viens de voir quelque chose qui à la fois me terrifie et à la fois me révolte. Qu'est-ce qui s'active? De la colère, de la peur. Pourquoi ma colère s'active? Parce qu'il y a de la trahison. Pourquoi il y a de la trahison? Parce que moi aussi j'en ai vécu. Pourquoi la peur s'active? Parce que je trouve ça désastreux que des gamins à tel âge puissent avoir une telle conscience de violer une gamine de 14 ans. Parce que je trouve ça dégueulasse et terrifiant de me dire que ça pourrait arriver à n'importe qui. Et que ça pourrait donc arriver à ma fille. Et que c'est peut-être quelque chose que moi aussi j'ai vécu adolescente. De me retrouver dans un endroit pas voulu, pas prévu ou des trucs comme ça. Parce que même si je ne me suis pas retrouvée dans cette situation précise, je me suis retrouvée dans des situations dans lesquelles j'étais dans un état de danger, que je considérais comme dangereux, que je considérais comme ok, c'est la dernière fois que là je respire en fait. Vous voyez donc c'est la peur qui s'active et qui rentre en réaction. Le travail sur soi, c'est ça. C'est d'aller voir pourquoi on rentre en réaction quand il y a ça, ça, ça ou ça. Alors maintenant, la question, une fois qu'on a mis le doigt dessus, déjà, la première chose, ça va être de le conscientiser. Lorsque vous conscientisez, lorsque vous prenez réellement compte de cette problématique en vous, et que vous savez que vous rentrez en réaction, la première démarche, ça va être de noter qu'est-ce qui est en référence à cette problématique-là précise. Qu'est-ce qui s'active en vous? Dans cette blessure-là de trahison, vous voyez, de cette jeune adulte qui se fait avoir par son compagnon, tout comme certaines femmes qui peut-être écoutent ce podcast ou certains hommes qui écoutent ce podcast ont pu être trahis par leur premier amour, et si vous voulez, voilà, ça veut dire que ça c'est pas guéri. Ça veut dire que vous n'avez pas tourné la page. Ça veut dire que vous n'êtes pas passé au-dessus. Alors après, dans le travail sur soi, il y a aussi le fait de comprendre que finalement, il y a des choses, c'est juste des basiques. Il y a juste des trucs qu'on considère comme des basiques. Et ça nous fera indirectement toujours rentrer en réaction. Parce qu'on trouvera toujours l'humain plus con, plus pervers, plus taré que jamais. Parce que lorsqu'on sera confronté par exemple à des nouvelles qui concernent des incestes ou des viols qui touchent à des enfants, ça fera toujours rentrer en réaction la population. Et il y aura toujours une part de la population qui aura envie à ce moment-là d'être justicier, en se disant non mais ça, c'est hors de question que je laisse faire. Et quand on n'arrive pas à mettre le doigt sur quelque chose que nous on a vécu, où il y a eu une situation injuste, où il y a eu une agression, où il y a eu de la peur, où on est obligé d'être en réaction parce que c'est nous ou lui, en fait. C'est la survie, hein. C'est l'instinct de survie, tout simplement. Et quand ça touche pas ça, ça veut dire que ça touche peut-être quelque chose au niveau du transgénérationnel ou du karmique. Et ça, pareil, on peut venir le dénouer en venant en prendre conscience. Tout comme on peut venir travailler sur soi, sur des trucs qui sont plus légers aussi, hein, vraiment plus légers. Je vais vous donner un exemple à la con. Vous n'arrivez pas à avoir d'enfant ou vous n'arrivez pas à perdre du poids. Au départ, vous allez pouvoir vous dire genre non mais de toute façon, voilà, j'arrive pas à perdre de poids, écoute, c'est comme ça, j'abandonne. J'arrive pas à avoir d'enfant, c'est comme ça, je vais faire une PMA. La première question à se poser, c'est pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant? Posez-vous 5 minutes, même plus, plutôt 50 minutes, devant votre cahier d'introspection et prenez des notes. Pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant? On pose la question. Première étape, est-ce que j'en veux? Posez-vous la question de est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous en voulez ou est-ce que finalement c'est la société dans laquelle on est qui vous fait comprendre que vous allez avoir 30 ou 35 ans, qu'il serait quand même temps d'avoir des enfants, parce que quand même s'il y a 30 ans t'as pas ta maison, un enfant, un chien qui s'appelle Médor, dans un petit pavillon avec un mari aimant mais dans lequel tu t'emmerdes un peu parce que y a du cul une fois tous les 15 jours le dimanche, c'est que t'as réussi ta vie. En fait non. 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 Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce que moi je veux? Si vous en voulez et que vous n'arrivez pas à en avoir,
vérifiez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Soyez dans l'instant connecté à votre corps. Fermez les yeux, visualisez-vous dans votre tête avoir un bébé. Alors évidemment pour les femmes, porter la vie, et pour les hommes, avoir une femme de sa vie ou dans son entourage en tout cas qui porte la vie. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez cette envie de poser les mains sur votre ventre, de toucher votre ventre? Est-ce que vous avez des larmes qui montent? Est-ce que vous avez une sensation de douleur dans le bas du ventre? Est-ce que vous avez une sensation de douleur dans le cœur? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez un peu, comme dans du coton, un peu pas bien, ou quelque chose comme ça? Et en fait, ça, c'est pareil. C'est que c'est de l'introspection. C'est qu'au travers de cet exercice-là, vous allez voir qu'est-ce que ça évoque pour vous. Et peut-être que si vous avez mal au ventre, ou vous vous sentez un peu vaseux, c'est peut-être que un de vos ancêtres ou dans une vie antérieure, on vous a pris votre bébé, ou vous avez perdu votre bébé. On dit souvent, dans le karmique et même dans le transgénérationnel, que lorsque on perd beaucoup d'enfants, donc il y a beaucoup de fausses couches, c'est justement parce que il y a beaucoup d'enfants qui ont été avortés. Ça peut être avorté sur votre ligne, donc encore une fois, une arrière-arrière-arrière-grand-mère qui était faiseuse d'anges, ou ça peut être quelque chose qui est lié à vous, puisque dans votre karma, vous n'avez pas été qu'une bonne personne, on est d'accord, je le dis depuis le début de ce podcast, nous ne sommes pas parfaits, et parfois dans des incarnations, on doit être le méchant de l'incarnation. Et donc, vous allez peut-être être aux commandes d'un orphelinat et dézinguer la moitié des enfants. Et en faisant ça dans une vie antérieure, dans cette incarnation-là, vous aurez autant de fausses couches que d'enfants seront morts dans une vie antérieure. Une fois qu'on met le doigt là-dessus, on arrive à le comprendre. On arrive à l'honorer. Et après, il y a la phase qui suit. C'est la phase d'acceptation. On accepte qu'on puisse être comme ça. Souvent, vous savez, quand on est dans un truc démesuré, on a tendance à nier. Genre par exemple, vous savez, quand on est ultra jaloux ou ultra possessif ou des trucs comme ça, qu'on dit, ou qu'on nous dit « Ouais, mais de toute façon, t'es méga jalouse, t'es ultra possessive, nanana », le premier truc majoritairement qu'on va faire, c'est « Ben non, mais pas du tout, mais c'est toi aussi, tu me pousses au bout de mes limites, nanana, t'as vu, tu sors, tu me dis pas où tu vas, blablabli, blablabla », trouver tout un tas d'excuses à l'extérieur, on est d'accord, hein. Parce que techniquement, la personne, elle a le droit. Ouais, si, elle a le droit. Elle a le droit de sortir, elle a le droit de ne pas nous dire où est-ce qu'elle va. C'est son droit. C'est juste que nous, on estime qu'on doit tout savoir. Donc, faut voir, dans cet espace-là, encore une fois, qu'est-ce qui rentre en réaction. Est-ce que c'est parce que vous vous sentez seul? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez rejeté? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez trahi, abandonné? Qu'est-ce que vous vivez? L'autre question à se poser, c'est qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour réussir à aller mieux? Dans les petites astuces que je donne quand je fais les constellations familiales, vous savez, avec les groupes que j'accueille pour les constellations familiales, souvent je recommande à la personne d'écrire une lettre. Pas d'écrire une lettre à la personne qu'il a en face de lui en lui disant « Oui, j'aimerais que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça me permettrait d'aller mieux. » Non. Parce que ça voudra dire que, encore une fois, vous cherchez la solution à l'extérieur. C'est l'extérieur qui est obligé de vous sécuriser pour que vous vous sentiez en sécurité. Alors que c'est à vous de vous sentir en sécurité pour être plus confiant et de vous sentir OK pour après réussir à avancer dans votre relation. Et la différence, elle est là. Le truc, ça va être vraiment d'aller voir ça. Donc, écrivez une lettre. Écrivez une lettre à la jalousie. Écrivez une lettre à la mort. Écrivez une lettre à la trahison. Écrivez une lettre à qu'est-ce qui vous pose problème. À cette partie de vous qui n'est pas sécurisée. Souvent, on dit que c'est des problématiques qui sont liées soit à l'âme, soit à l'enfance, parce que, comme je vous disais, on a des problématiques transgénérationnelles, on a des problématiques karmiques et on a des problématiques qui nous appartiennent dans cette vie-là. Et forcément, lorsqu'il y a des problèmes de trahison,
d'abandon, etc., souvent c'est lié aux parents. Le premier truc dans lequel on vient chercher, avant d'aller chercher dans le karma et avant d'aller chercher dans le transgé, c'est qu'on va voir nos parents. Souvent les parents ils parlent pas. Ils parlent pas. C'est pas vos parents qui vont dire ah bah oui bah moi je t'ai abandonné quand t'avais 4 ans, hein, bah en même temps tu me saoulais, hein, j'avais pas envie de m'occuper de toi, au secours quoi. Non, vos parents enfin à moins qu'ils soient vraiment sous élixir de vérité, il y a peu de chances qu'ils vous disent ça comme ça. Il y a de grandes chances qu'ils vous disent oh bah non, non bah enfin on était des parents normaux, on s'occupait de toi normalement quoi. Pourquoi tu poses toutes ces questions? Vous voyez. L'idée, c'est d'aller voir dans cette direction. Et l'idée, aussi, en passant par cette incarnation précise, c'est d'aller voir votre enfant intérieur. De savoir qu'est-ce que la petite vous ou le petit vous de 3, 4, 5, 6, 7 ans a vu ou a entendu qui fait qu'à ce jour, il n'est pas sécurisé ni dans sa vie, ni dans ses relations, ni dans ce qu'il souhaite faire ou mettre en place dans sa vie. Il y a certaines personnes qui sont confrontées au choix parce que il y a quelque chose qu'elles ont profondément envie de faire, mais en même temps, le karma et le transgé indiquent qu'il y a une problématique et qu'ils ne peuvent pas aller dans cette direction. Et le truc, c'est que sans enlever ces couches-là d'oignons là qui vous empêchent de vous épanouir, et ben malheureusement, ça pourra pas venir. Donc le but c'est ça, du travail sur soi. Le travail sur soi, ça passe par tout ça, par toute cette introspection qui est parfois difficile. C'est très loin d'être simple en fait. C'est très très loin d'être simple. Et il faut savoir qu'à partir du moment où vous allez mettre le pied, un orteil dedans, c'est foutu. Enfin c'est foutu. C'est foutu mais dans le bon sens si vous voulez. Parce que c'est foutu dans le sens où vous allez réussir à avancer, mais il y aura toujours quelque chose d'autre à aller voir. C'est un peu comme si, vous voyez, vous étiez en train de vous immerger. Je vous donnais un exemple tout con. On a une immense piscine olympique qui est remplie de boue. Et au fond de la boue, on a, entre 1 à 3 clés à trouver au fond de la piscine. On est d'accord qu'a priori, même en mettant des lunettes, il y a peu de chances qu'on arrive à trouver les clés. Si on arrive à descendre tout au fond de la piscine, si tant est qu'on y arrive, peut-être qu'à tâtons, on pourrait réussir à trouver une clé. Et on a la possibilité de soit commencer à mettre le premier pied dans la piscine, et de commencer à virer la boue et à rajouter de l'eau claire, qui ferait que l'eau, au lieu d'être une immense piscine et étendue de boue, finirait par se transformer en eau un peu dégueulasse, et puis au fur et à mesure que vous épurez à se transformer en eau translucide, qui vous permettrait d'aller chercher ces 3 clés-là. Mais il se pourrait bien aussi que chaque seau que vous enlevez, la clé peut se trouver dans le seau. Et vous avez la possibilité de rester à côté de la piscine et juste de contempler et dire oh là 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 là. Pas envie d'aller me mettre dans ce bourbier, ouais, putain de merde. Ou vous avez la possibilité de vous dire ok. C'est gros quand même, hein. Il y a du volume. Et ça, c'est tout ce que j'ai à nettoyer chez moi. Et cette piscine de boue, c'est vos traumas d'enfance, c'est vos traumas karmiques qui sont inscrits dans vos mémoires cellulaires et qui sont en vous. Et c'est vos traumas transgénérationnels que vos ancêtres n'ont pas résolus et qui vous ont légués. Et quand vous allez commencer à épurer toute cette merde, et ben finalement vous allez réussir à ouvrir tout un tas de portes. Parce que vous allez réussir à les trouver, ces clés-là. Et il faut savoir qu'en fait, il y a aussi ce truc de lorsqu'on commence, on a envie que tout se fasse très vite. On se dit non mais allez vas-y, je travaille sur moi, de toute façon moi dans 1 an la piscine elle est vide, elle est clean, t'inquiète je suis un big boss. Non, ça prend une vie entière. C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure à partir du moment où on met le pied dedans c'est foutu, c'est qu'en fait si vous voulez, faut vraiment voir ça comme si la piscine elle faisait 15 mètres de fond. Et comme si en fait
La première année où vous allez commencer, vous allez réussir à accéder, vous savez, qu'à la première couche, peut-être les 2 premiers mètres de la profondeur. Et qu'au fur et à mesure que vous aurez nettoyé cette partie-là, vous aurez accès aux 2 à 4 mètres. Et enfin aux 4 ou 6 mètres. Il y a toujours des choses qu'on n'est pas en mesure d'affronter à 20 ans, qu'on sera en mesure d'affronter à 40 ou 50 piges. Il y a des choses qu'on aura la sensation de n'être jamais OK pour les affronter, de n'être jamais prêt à les affronter. Et ça viendra tout seul. Et l'importance d'avoir un bouquin qui vous sert, enfin un cahier qui vous sert pour votre shadow work, c'est que en fait, vous allez pouvoir revenir dessus. Et vous dire, la vache, il y a 10 ou 15 ans, j'aurais vu ça, j'aurais entendu ça, j'aurais été dans une rage, j'aurais été dans une colère, et là ça vous passe au-dessus. Ça vous glisse dessus. Vraiment, vous n'en avez rien à foutre. Ça veut dire que c'est guéri. Ça veut dire que c'est OK. Ça veut dire que vous êtes dans une telle acceptation, que vous êtes dans une résilience qui fait que, à ce jour, ça ne vous touche plus. Ça ne vous impacte plus. Ça ne vous impacte plus personnellement. Bien évidemment, comme je vous disais, ça peut venir d'une phrase, d'un mot, ça peut venir d'une action, ça peut venir d'un échange, ça peut venir d'une situation. Ou parfois, même si la situation ne change pas, vous allez vous retrouver tout seul, et vous avez la sensation d'être tout seul. Et vous allez vous dire, tout le monde m'a abandonné, personne ne prend soin de prendre un peu de mes nouvelles, et vous allez vous rendre compte que vous non plus vous le faites pas, et que vous êtes concentré sur votre vie, mais que peut-être les autres gens sont concentrés aussi sur leur vie, actuellement. Et c'est ça, le shadow work. C'est comprendre que rien ne vous est dû, que ce qui vient à vous, c'est quelque chose que vous êtes en mesure de gérer dans l'instant. C'est comprendre que il n'y a pas de plus gros ou de plus grand trauma. C'est pas un concours. C'est juste des accumulations de choses que vous allez pouvoir vivre dans votre vie qui vont vous donner envie d'aller les traiter pour pouvoir accueillir plus de douceur. Et ce n'est pas un concours de celui ou celle qui a travaillé le plus sur lui et ou pas. On travaille sur nous constamment. Et que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans, dans 2, 3, 4, 10 ans, vous aurez toujours une problématique qui vous fera rentrer en réaction. Il y aura toujours un événement qui vous déclenchera. Et vous direz au départ genre « Ah putain, mais ça je pensais que c'était traité depuis 10 ans » et vous vous rendrez compte que non. Parce que vous aurez traité 80% du problème et qu'il restait les 20% de rien du tout que vous allez traiter 20 ans après. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps sur Instagram, mais moi je pensais avoir traité les trucs qui étaient liés à mon enfant intérieur. Et je me disais, bah non, ça roule avec l'enfant intérieur, tout est ok, etc. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, en fait tout n'est peut-être pas réglé. J'ai peut-être 80% qui sont réglés, puis il y a peut-être ces 20% manquants, vous voyez, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un peu encore en suspens et dont je sais pas trop quoi foutre et dont je sais pas trop où aller le chercher finalement. Et c'est lors d'une constellation familiale que c'est venu à moi. Parce que dans cette constellation familiale, j'ai incarné quelqu'un où je me suis retrouvée, mais bully. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est ce mot, c'est vraiment persécuté par l'intégralité des personnes qui jouaient à mes côtés, et où en fait je ne pouvais pas en placer une. Je n'étais pas entendue, je n'étais pas regardée, je n'avais pas le droit de parler, je n'avais pas le droit de dire ce que je ressentais, et à chaque fois que j'ouvrais ma bouche, on me sortait de la pièce. Et donc ça, là, je l'ai super mal vécu. Parce que j'avais la sensation d'avoir 5 ans, j'avais la sensation de ne pas être entendue, j'avais la sensation qu'on me regardait pas, j'avais la sensation d'avoir des trucs graves à dire, à dénoncer, de parler de ces choses-là, et que aucun adulte n'était en mesure de m'entendre. Et quand on a fait le débrief de cette constellation familiale, j'ai dit putain, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie mise de côté. J'ai eu la sensation que voilà, il fallait que je parle impérativement à telle personne et telle personne ne m'a pas entendu. Et où en fait, je me suis rendu compte en rentrant chez moi après, je me suis dit putain, mais ça fait écho à quelque chose que je connais. Et je me suis dit, ok, la petite Pauline,
de tel âge n'a pas été entendu sur tel truc. Et donc j'ai refait une constellation familiale quelques mois après, dans lesquelles je suis venue dire à cette personne ce qu'elle avait à dire. Et lorsque je me suis incarnée pour jouer mon propre rôle, j'avais la sensation d'avoir 5 ans. Au départ, je regardais la personne en me disant « Putain, j'ai 5 ans, je suis terrifiée. Je peux pas lui dire, je vais me faire engueuler. » Et j'ai été encouragée par toutes les personnes qui étaient autour de moi et j'ai réussi à dire ce qu'il y avait à dire. Et la manière dont je devais le faire. Donc il y a ça aussi, vous voyez. C'est que des fois, on va se dire que c'est traité, c'est ok. Et on va être confronté à un événement. L'événement qui fait que, on y retourne. On y retourne. C'est pas traité, on y retourne. Voilà. Donc voilà, c'est ça le travail sur soi. C'est voir qu'est-ce qui vous met en réaction. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous touche de plein fouet dans la gueule. Quelle phrase on vous a dit qui vous touche. Essayez, pour celles et ceux qui ont vraiment besoin de comment dire, de prendre du recul, parce qu'en fait, vous voyez, il y a des trucs qui rentrent en réaction, mais par exemple, vous voyez, il y a des personnes, quand on leur dit quelque chose, ils prennent ça pour une vérité. Et ils prennent ça personnellement aussi. Et quand on vit des trucs comme ça, ça c'est pareil. C'est qu'il faut voir pourquoi, à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Pourquoi vous sentez que, à chaque fois, c'est vous qu'on vise. Genre, par exemple, c'est comme si, admettons, je vais vous donner un exemple à la con, vous suivez un compte sur Instagram qui a peut-être, on va dire 300 abonnés. Cette personne, elle parle avec toute sa communauté, toute la communauté, tu vois, est un peu, dans l'échange avec l'Instagrammeur, etc., etc. Et c'est comme si un jour, cet Instagrammeur postait en story, genre, oui, alors les gens qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, non mais, au secours, les gens qui réfléchissent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, non mais, là, c'est n'importe quoi. Et puis, alors, à un moment donné, quand vous dites ça, nanana, et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et parce que vous avez parlé, genre, le matin même à cet Instagrammeur, en lisant cette story, vous avez l'impression de faire partie du panier des gens qu'il pointe du doigt. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Mais lorsqu'on vit ça c'est pareil. Pourquoi je prends ça pour moi personnellement? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une réponse? Auquel cas, je vais poser la question. Est-ce que tu me visais quand tu as dit ça dans ta story? Ou est-ce que c'était vraiment général? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a quelque chose de plus profond à aller voir. Il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé avec une de mes abonnées. Elle m'en voudra pas si j'en parle parce qu'on en a longuement parlé. Mais je la citerai pas pour garder son anonymat. Et où en fait, si vous voulez, j'ai changé un peu, pas tous les jours, mais régulièrement avec cette abonnée. Et puis... à un moment donné, ma vie, j'ai fait beaucoup j'ai bossé beaucoup, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi. C'était justement cette période pendant laquelle j'étais en train de soulever toutes les dernières petites choses, les dernières petites choses qui étaient liées à mon enfant intérieur, etc., etc. Et, pendant 3 semaines, j'ai pas donné de nouvelles. Et puis, un jour, j'ai repensé à elle et je me suis dit, je vais envoyer un message, je vais savoir, j'aimerais savoir comment elle va, quoi. Mais c'est très sincèrement, quoi. J'aimerais savoir comment elle va. Et j'envoie un petit message, coucou, voilà, comment tu vas? Je suis désolée, mes 3 dernières semaines ont été un peu occupées, tu vas bien? Et puis en fait, elle me répond, et je vois que, au travers de la réponse, elle me demande à être réabonnée à mon compte. Je me dis, ok, bon. Donc évidemment, je réaccepte, etc., etc., parce que j'avais même pas prêté attention à tout ça. Et elle m'envoie un message. Elle me dit, écoute, je vais pas te mentir, je me suis désabonnée de ta chaîne YouTube, je me suis désabonnée de ton compte Insta, parce que voilà, sur un coup de sang, je me suis sentie rejetée, en fait, je me suis sentie un peu abandonnée, et donc du coup, j'ai tout lâché, quoi.
Et donc je t'en voulais, voilà, de pas avoir pris de mes nouvelles, de pas avoir fait ci, de pas avoir fait ça. Et en fait, moi, il y a quelques années, j'aurais pu être en réaction avec ça, où je me serais dit, ah ouais, non mais quand même, la vache, j'ai pas pris de ces nouvelles depuis 3 semaines, quoi. Mais en même temps, ces 3 semaines-là, j'étais centrée sur moi, j'étais centrée sur ma guérison à moi, j'étais centrée sur ma vie de famille, sur la fin d'année, sur voilà tout un tas de choses qui fait que bah voilà, j'étais pas centrée sur les problématiques de quelqu'un d'autre. Et je lui ai renvoyé un message dans lequel je lui ai dit, écoute, il y a pas de souci, mais tu comprends bien que du coup, c'est ta perception à toi, puisque moi en fait, je t'ai pas rejeté, je t'ai pas dit que je ne voulais plus de toi. C'est toi qui, au travers du fait de ne pas avoir de mes nouvelles depuis 3 semaines, a eu la sensation que tu n'avais plus rien à faire dans ma vie. Et donc en fait, en parlant avec elle, parce qu'elle a osé me dire, écoute, voilà, sur un coup de sang, je t'ai supprimé, je me suis désabonné de ta chaîne, etc., etc. Voilà, je suis désolée parce que j'adore ton contenu, mais en même temps, je me suis sentie super délaissée, super abandonnée. En fait, c'est sa blessure de rejet, c'est sa blessure d'abandon qui s'active, c'est pas la mienne. Donc, indirectement, c'est son problème, c'est pas le mien. Et c'est pas à moi de venir la sécuriser par rapport à cet événement-là. C'est à elle de se dire, ok, bah, j'ai pas de ses nouvelles, elle est peut-être occupée, il n'y a pas de problème en fait. Parce que finalement, la relation de fond ne change pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas eu d'événement entre les deux qui aurait pu faire que. Et quand bien même, si demain on était amené à se perdre de vue, c'est comme ça en fait, c'est le cours de la vie. Parce que peut-être qu'à un moment donné, elle trouvera quelqu'un qui a des mots plus pertinents que les miens, parce que si, parce que ça, parce que truc, et qu'on prendra de la distance. Parce que, voilà, c'est très dur de garder quelqu'un à vie, dans sa vie, dans son entourage. D'accord? Donc, il y a vraiment ce côté où il faut introspecter. Il faut aller voir pourquoi ça nous touche. Et parfois, ne pas faire de suppositions en disant oui, mais de toute façon, l'autre, oui, mais il m'a délaissé. Non, non, non. C'est pas l'autre qui t'a délaissé, c'est toi qui te sens délaissé. Tout comme c'est toi qui te sens trahi. Une fois, je vous ai peut-être raconté déjà cette histoire dans un podcast. J'ai aidé pendant 4 mois un ami où je l'ai hébergé à la maison, etc., etc. Et j'avais ramené cette personne au bout de 4 mois parce que bah voilà, en fait l'espèce de contrat qu'on s'était mis au départ dans le truc, c'est que lui, il devait faire aussi une part du travail et une part du marché en prenant sur lui, en passant son permis, voilà, en cherchant un travail, etc., etc. Et il passait énormément de temps derrière l'ordinateur, quoi. Et voilà, il se levait à 14h, il se couchait à 4h du matin. Avec ma vie de famille à côté, c'était pas possible du tout. Et donc, un jour, j'ai pris la décision de le ramener, en fait, en lui disant, non mais là, c'est plus possible. Parce que je posais mes limites, parce qu'à ce moment-là, pour moi, ce n'était plus possible. Je n'étais pas en mesure de l'aider, puisqu'il ne s'était pas aidé lui-même. Et cette personne-là, évidemment, l'a vécu comme une trahison, parce qu'il s'est dit, putain, elle me dit qu'elle va me soutenir, mais elle me soutient pas. Sauf que dans l'équation, il y a quoi, les gars? Dans l'équation, à la base, il y a un contrat. Du je t'aide, tant que toi, tu t'aides toi-même. Si je constate que tu ne t'aides pas toi-même, je ne pourrai plus, moi, être en mesure d'honorer ma part du contrat. Et la vérité, elle est là. C'est qu'en fait, dans les relations humaines, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là. Donc, à partir du moment où vous vous sentez rejeté, à partir du moment où vous vous sentez, voilà, pointé du doigt, etc., etc., mais à partir du moment où vous n'avez pas un message précis qui vous dit « Je ne veux plus de toi dans ma vie, je te reproche ceci, ça, ça », ce n'est que des suppositions. Et ça, pareil, hein. Ça, dans le shadow work, ça y est, à balle. À balle. Vous allez avoir la sensation d'y être confronté en permanence. Parce que quoi? Parce que vous allez toujours avoir cette sensation que on vous regarde de travers et que si on vous regarde de travers, c'est forcément pour se moquer de vous. Je ne sais pas si vous suivez sur les réseaux. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui est maintenant plutôt influenceuse sur Instagram, qui s'appelle Harmonie Albertini. Et en fait, c'est une nana, je trouve, qui a vraiment un peps, mais qui est vraiment solaire de ouf. Et elle a des rondeurs. Elle doit faire une taille 48 ou quelque chose comme ça, 46, 48.
Et en fait, elle a fait un modeling dans lequel elle a enfilé des maillots de bain, où elle a été prise en photo sur la plage. Et donc, elle explique dans sa story que elle est là, elle est avec ses maillots de bain, elle se sent belle parce qu'elle trouve que les maillots de bain lui vont bien, etc. Mais forcément, bah voilà, comme elle fait partie entre guillemets des gros corps, qu'elle n'est pas forcément très à l'aise au fait de voir qu'il y a quelqu'un qui la regarde, parce qu'elle voit des hommes qui la regardent et qui sourient et qui parlent entre eux. Et la première supposition qu'elle se fait, c'est putain, ils sont forcément en train de se moquer. Et au final, elle va voir ces hommes-là. Et les hommes lui disent quoi? Ils disent, mais meuf, t'es une bombe. T'es magnifique. T'es rayonnante là dans ton maillot de bain. Mais ça envoie quoi. T'es belle, mais t'es belle. Et donc en fait, parfois, ce qu'on pense être une vérité, c'est juste de la merde. Genre juste de la merde, c'est notre cerveau qui nous dit que non, qu'on est trop moche, qu'on est trop gros, qu'on est trop petit, qu'on est trop longiligne pour être apprécié de l'un, de l'autre, voilà. Et que parfois les gens peuvent juste nous regarder pour nous dire que juste on est grave beau ou qu'on vibre trop bien quoi. Qu'on a une vibe de ouf. Donc ne faites pas de suppositions. Pour celles et ceux qui ont aussi envie d'avancer dans leur shadow work, n'hésitez pas à lire les 4 accords Toltec. Il y a les 5 accords Toltec qui sont sortis, vous pouvez lire les 2. Et on en parle de ça dedans. Ne faites pas de suppositions. Ne prenez rien personnellement. Ce sont des choses qui sont à voir en vous. Lorsque ça s'active, c'est en vous que ça s'active. Et quand bien même vous vivez des choses extrêmement compliquées, parce que vous estimez que c'est injuste, il faut venir les résoudre. Lorsqu'on vit des choses comme ça qu'on estime comme injustes, je vous parlais tout à l'heure de viol, d'inceste, etc., notamment qui touchent aussi les enfants, lorsqu'on a ce genre de problématique, on se dit putain mais c'est super injuste, il a rien demandé. Elle a rien demandé cette nana-là. Et souvent, vous savez, on a les personnes qui disent ouais mais t'as vu comment elle était habillée? Ouais elle était en jog avec un pull. T'as autre chose à dire ou c'est comment? Parce qu'on dit souvent que voilà, c'est pas la tenue qui fait le problème. Et il y a des médecins qui sont quand même assez convaincus que indirectement, lorsque ça arrive à une personne, que ce soit un enfant ou une femme ou un homme, même j'englobe beaucoup les femmes et les enfants depuis le début du podcast, mais j'inclus aussi les hommes. Je suis désolée les gars. Et ben si vous voulez, il y a beaucoup de thérapeutes qui expliquent que c'est qu'indirectement la personne l'a voulu. Mais c'est explicable au niveau de l'âme. C'est que l'âme devait le vivre. C'est que vous deviez le vivre. C'est parce que vous deviez passer au-delà de cette épreuve. C'est parce que cette épreuve va vous faire prendre une direction inattendue qui vous permettra de vous révéler. Et ouais, c'est dur. Ouais, clairement, c'est dur. C'est pas des vacances. C'est très très dur. Mais en même temps, ça veut dire que vous êtes en mesure d'accomplir ça. Que vous avez les épaules pour le faire. Et parfois, on aurait envie de tranquillité, on se dirait, ouais, non mais, waouh, oula. La paix. La paix. La paix, vous l'aurez plus tard. Lorsque la piscine de boue commencera à devenir un peu plus claire. Et que vous commencerez à apercevoir où sont les clés et à quel point elles brillent. Et à quel point tout votre apprentissage, pourrait servir en fait. Et cet apprentissage de vie difficile vous permettra peut-être d'aiguiller des femmes qui auront vécu les mêmes choses que vous, des enfants qui auront vécu les mêmes choses que vous. Venir faire comprendre certaines choses à certaines personnes en se disant que l'âme devait le vivre, ô combien même c'est difficile. Les moines tibétains disent souvent que voilà, tout est juste. Et on est d'accord que sur le plan humain, tout n'est pas juste. Vous vous faites voler votre voiture, c'est pas juste. Vous vous faites violer, c'est pas juste. Votre enfant se fait kidnapper ou meurt, c'est pas juste. On est d'accord, c'est pas juste. Mais on estime en spiritualité que tout est juste, que tout a le droit d'exister, ô combien même c'est difficile. Mais c'est parce que votre âme doit le vivre, et si vous le vivez, c'est parce qu'on dit souvent que Dieu envoie ses plus beaux combats à ses plus grands guerriers.
C'est une phrase que à la fois j'aime beaucoup et à la fois que je déteste, puisque évidemment, moi je me suis dit, non mais là, je crois que je suis le chef d'armée, hein, clairement, au vu de la tartine que je me coltine depuis 10 ans, ils ont pas été super sympas, merci bisous. Mais, avec ces combats, en fait, je vois ce que ça a fait de moi. Je vois combien, en fait, je me sens forte, et combien parfois j'ai eu ce besoin d'avoir la sensation d'être forte alors que la vie totale, ma vie s'effondrait autour de moi, et où je me dis aujourd'hui, putain, je ne pensais jamais être en mesure de ça. Et pour celles et ceux qui connaissent ma vie, vous savez tout ce que j'ai vécu en 2022, je suis convaincue que si j'avais vécu ça 10 ans auparavant, soit je me serais suicidée, soit j'aurais tué quelqu'un. Alors que là, j'ai un recul et une sagesse sur cet événement. Ça n'empêche pas la colère, mais j'ai un recul et une sagesse que je ne pense sincèrement pas que j'aurais pu avoir 10 ans plus tôt. Donc voilà, il n'y a pas de hasard sur les événements qu'on vit. Essayez de comprendre pourquoi ça vous met en colère, pourquoi ça vous vexe, pourquoi ça vous rend triste. Tout ce qui s'active et qui fait que vous rentrez en réaction a besoin d'aller creuser quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je vous l'ai dit au début, au tout début. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. N'hésitez pas, si vous avez envie d'ajouter des commentaires à ce podcast, des petites phrases ou des petits trucs qui vous semblent justes. N'hésitez pas aussi à me confier les choses sur lesquelles vous avez grandi, ou en tout cas sur lesquelles vous avez un recul suffisant, où vous vous dites que vous avez grandi. Et voilà, je vous remercie infiniment, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.